Le 25 octobre 1944, USS Enterprise, mer des Philippines. Le canonnier de deuxième classe Tommy Rodriguez saisit les poignées de son canon anti-aérien Bofors de 40 mm alors que l'alarme de combat général perce l'air humide du Pacifique. Au-dessus du pont d'envol du porte-avions, une formation de bombardiers en piqué japonais, Yokosuka D-4 Tiglair hurle vers la force opérationnelle dans la première attaque kamikaze organisée de l'histoire navale. « Les voilà qui arrivent !» crie Rodriguez à son équipe de canons. Les avions en piqué accélèrent au-delà de 400 miles par heure, leurs moteurs hurlant comme des banshees alors qu'ils plongent vers les navires américains. Rodriguez tourne son canon pour suivre le bombardier de tête, mais la cible se déplace trop vite, trop irrégulièrement. Son viseur à anneau conventionnel lui montre où se trouve l'avion ennemi, pas où il sera lorsque ses obus arriveront. Il tire rafale après rafale, regardant ses traceurs filer inoffensivement derrière le kamikaze en piqué. Autour de lui, des dizaines d'autres canons anti-aériens tonnent dans le désespoir, leurs obus explosant dans un ciel vide, alors que les pilotes japonais réduisent la distance avec leurs cibles américaines. Ce que Rodriguez ne sait pas, c'est que son navire transporte une nouvelle arme révolutionnaire, un dispositif si avancé que les hauts gradés de la marine l'ont initialement qualifié d'insensé et impossible. Ce qu'il ne sait pas, c'est que cette invention de la taille d'une boîte à chaussures, créée par un professeur du Massachusetts Institute of Technology, sans référence militaire, est sur le point de transformer la guerre navale pour toujours. Les statistiques sont accablantes. Au cours des 2 premières années de la guerre du Pacifique, les canons anti-aériens américains atteignent un taux d'élimination de seulement 3,2%, ce qui signifie qu'ils abattent seulement 3 avions ennemis pour chaque 100 obus tirés. Les pilotes japonais attaquent les navires américains en toute impunité virtuelle, sachant que survivre au rideau dense de tirs anti-aériens est simplement une question de vitesse et de chance. En octobre 1944, les forces navales américaines ont tiré plus de 400 000 obus anti-aériens au combat. Elles ont marqué environ 12 800 coups sur des avions ennemis. Un taux d'échec catastrophique qui laisse les navires américains vulnérables aux attaques japonaises de plus en plus désespérées. La menace kamikaze rend cette crise urgente. Les pilotes japonais n'ont plus besoin de survivre à leurs attaques, transformant chaque avion ennemi en missile guidé. Les tactiques anti-aériennes traditionnelles, conçues pour décourager les pilotes attaquants, deviennent inutiles contre des hommes déterminés à mourir. Ce que ces canonniers ne savent pas, c'est que le salut réside dans l'esprit brillant du docteur Charles Stark Draper, un professeur du MIT dont l'approche non conventionnelle du contrôle de tir révolutionnera la guerre aérienne et sauvera des milliers de vies américaines dans la dernière année de la Seconde Guerre mondiale. Le problème de toucher des avions en mouvement rapide tourmente les ingénieurs militaires depuis la Première Guerre mondiale. En 1941, les canons anti-aériens américains peuvent tirer des obus à des vélocités formidables. Mais toucher une cible en manœuvre voyageant à 300 miles par heure nécessite une précision mathématique que les canonniers humains ne peuvent tout simplement pas atteindre. Le défi fondamental est le calcul de l'avance, déterminer où viser lors du tir sur une cible en mouvement. Un obus tiré d'un canon Bofors de 40 mm prend environ 3 secondes pour atteindre un avion à 4000 yards. En ces 3 secondes, un avion ennemi voyageant à 400 miles par heure parcourt près de 1800 pieds. Les canonniers doivent viser dans le ciel vide, espérant que leurs obus et la cible arrivent au même point simultanément. Les viseurs anti-aériens traditionnels sont de simples anneaux de fer qui montrent aux canonniers où pointent leurs armes. Mais les avions ennemis ne coopèrent pas en volant en ligne droite à vitesse constante. Ils plongent, grimpent, virent et spiralent, créant un puzzle tridimensionnel que les réflexes humains ne peuvent résoudre assez rapidement. Le Bureau of Ordnance de la Marine a essayé plusieurs solutions. Les directeurs de contrôle de tir utilisent des ordinateurs mécaniques pour calculer les angles d'avance, mais ces dispositifs de la taille d'une pièce sont trop complexes pour les changements rapides de cible et trop délicats pour une utilisation à bord. Les tentatives de créer des systèmes de suivi automatisés échouent parce que la technologie n'existe pas pour suivre de manière fiable les cibles en manœuvre. Le consensus des experts considère que le problème est fondamentalement insoluble. L'amiral William Halsey déclare en 1942 « Le tir anti-aérien est plus un art qu'une science. Nous pouvons apprendre à nos gars à pointer et tirer, mais nous ne pouvons pas apprendre aux machines à penser comme des pilotes de chasse. Le Bureau of Ordnance attribue des contrats de développement aux fournisseurs traditionnels. Westinghouse,
General Electric et Ford Instrument Company. Leur solution proposée implique des calculateurs mécaniques massifs qui nécessitent des équipes d'opérateurs et un entretien constant. Aucune ne s'avère pratique pour les conditions de combat. Pendant ce temps, les enjeux continuent de monter. La Luftwaffe allemande démontre l'efficacité des bombardements de précision contre les villes britanniques, tandis que l'aviation navale japonaise s'avère dévastatrice à Pearl Harbor. Les navires américains ont besoin d'une défense anti-aérienne efficace, mais les armes actuelles atteignent des taux de réussite à peine supérieurs au hasard. Les solutions échouées suivent un schéma cohérent. Les ingénieurs abordent le problème avec une pensée conventionnelle, créant des dispositifs mécaniques complexes qui tentent de remplacer le jugement humain par un calcul mécanique. Ces systèmes fonctionnent dans des conditions de laboratoire, mais échouent au combat où les cibles manœuvrent de manière imprévisible et le timing d'une fraction de seconde détermine la survie. Au printemps 1941, la situation est devenue désespérée. Les U-boots allemands coulent les navires marchands alliés plus vite qu'ils ne peuvent être remplacés, tandis que les forces navales japonaises menacent les positions américaines dans tout le Pacifique. Les navires de guerre américains transportent des canons anti-aériens qui peuvent à peine toucher leurs cibles, les laissant vulnérables aux attaques aériennes. La section de contrôle de tir du Bureau of Ordnance, dirigée par le capitaine de corvette Marion Murphy, fait face à une pression croissante pour résoudre le problème anti-aérien. Les approches traditionnelles ont épuisé leur potentiel et le temps presse. L'Amérique entrera bientôt dans une guerre où la puissance aérienne domine les opérations navales, mais les navires américains manquent de défense aérienne efficace. Les hauts gradés de la marine refusent d'admettre l'ampleur de la crise. Les officiers supérieurs insistent sur le fait qu'une meilleure formation et plus de canons résoudront le problème, ignorant la réalité mathématique que les réflexes humains ne peuvent pas calculer des interceptions tridimensionnelles assez rapidement pour le combat aérien moderne. Cet aveuglement institutionnel crée une boucle de rétroaction mortelle. Les solutions échouées reçoivent plus de financement et de temps de développement, tandis que les approches innovantes sont rejetées comme impraticables ou impossibles. Les bureaucrates de la marine protègent leur réputation en blâmant la formation des canonniers plutôt que de reconnaître les limitations technologiques fondamentales. Le coût humain de cet échec devient clair dans les premiers mois de la guerre du Pacifique. Les avions japonais attaquent les navires américains avec des pertes minimales, tandis que le tir anti-aérien américain reste largement inefficace. Les marins regardent impuissants alors que les bombardiers et avions torpilleurs ennemis approchent de leurs navires, sachant que leurs armes défensives offrent peu de protection contre des attaquants déterminés. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, mai 1940. Le docteur Charles Stark Draper est assis dans la salle à manger des professeurs du MIT, ses manches retroussées alors qu'il esquisse des équations mathématiques sur une serviette. À 38 ans, Doc Draper ne possède aucune référence militaire, aucune formation formelle sur les armes et aucune expérience avec l'artillerie navale. Sa spécialité académique est l'instrumentation de précision, un domaine si obscur que la plupart des officiers de la marine ne pourraient pas expliquer ce qu'il fait dans la vie. Le parcours non conventionnel de Draper fait de lui un candidat improbable pour révolutionner la guerre. Il a obtenu son doctorat en étudiant les instruments gyroscopiques, se concentrant sur des dispositifs qui mesurent la rotation et l'orientation avec une précision microscopique. Alors que les ingénieurs de la marine conçoivent des ordinateurs de contrôle de tir massif, Draper travaille avec des roues tournantes de la taille de dollars en argent. Ses collègues au MIT le connaissent comme un génie excentrique, qui aborde les problèmes sous des angles inattendus. Les étudiants l'appellent Doc parce qu'il insiste sur l'expérimentation pratique plutôt que sur l'analyse théorique. Son laboratoire ressemble plus à un atelier de machiniste qu'à une installation de recherche universitaire, rempli de tours, de perceuses à colonnes et d'instruments de mesure de précision. Le moment de percer arrive lors d'un déjeuner avec des pilotes et des ingénieurs de la Sperry Gyroscope Company. Ils ont testé la dernière invention de Draper, un indicateur de taux de virage qui aide les pilotes à déterminer à quelle vitesse leurs avions virent. Le dispositif utilise un petit gyroscope pour mesurer le mouvement de rotation avec une précision extraordinaire. Quelqu'un apporte un journal à la table contenant des gros titres sur les chars allemands avançant à travers la France. La conversation se tourne vers les applications militaires de leur travail, et un pilote mentionne la difficulté de toucher des cibles en mouvement depuis des avions. Les canonniers français peuvent toucher une cible stationnaire, explique le pilote, mais ils ne peuvent rien toucher qui bouge vite.
Draper arrête de manger et fixe son indicateur de virage gyroscopique, son esprit d'ingénieur saisissant immédiatement la connexion entre la mesure de la rotation d'un avion et le calcul des solutions de tir pour les cibles en mouvement. Si un gyroscope peut déterminer à quelle vitesse un avion vire, il peut également prédire où cet avion sera dans le futur. Et si nous pouvions faire en sorte que le viseur du canon avance automatiquement la cible, demande doucement Draper. La table se tait. Le concept semble impossible, un dispositif mécanique qui peut penser à l'avance, calculant où viser en fonction du mouvement actuel d'une cible. Mais Draper voit l'élégance mathématique de la solution. Son gyroscope n'a pas besoin d'être intelligent, il doit juste être précis. Au cours des semaines suivantes, Draper devient obsédé par le concept de viseur calculant l'avance. Il emprunte tous les livres sur la balistique et le contrôle de tir qu'il peut trouver, étudiant la physique du mouvement des projectiles et de l'interception des cibles. Son bureau se remplit de calculs couvrant les mathématiques de trajectoire, la mécanique gyroscopique et la conception de viseurs optiques. La perspicacité de Draper est révolutionnaire. Au lieu d'essayer de remplacer le jugement humain par un calcul mécanique, il augmentera les réflexes humains avec une précision gyroscopique. Le canonnier suivra toujours la cible et appuiera sur la gâchette, mais le viseur ajustera automatiquement le point de visée pour compenser le mouvement de la cible. En septembre 1940, il a élaboré la base théorique de son viseur calculant l'avance. Le dispositif utilisera un petit gyroscope pour mesurer à quelle vitesse un canonnier suit une cible en mouvement, puis décalera automatiquement le point de visée du viseur pour fournir l'angle d'avance correct. C'est une idée si simple que les ingénieurs formés l'ont négligée et si révolutionnaire qu'elle transformera la guerre aérienne pour toujours. Laboratoire d'instrumentation du MIT, septembre 1940, 22 heures. Le docteur Draper travaille seul dans son laboratoire, au sous-sol entouré d'outils de machines et d'instruments de précision. Sur son établi se trouve un prototype rudimentaire qui ressemble plus à un projet scientifique qu'à une arme militaire. Une boîte métallique rectangulaire de la taille d'une boîte à chaussures, connectée à un fusil de calibre 22 par des câbles et des supports de montage. La boîte à chaussures contient l'invention révolutionnaire de Draper, un gyroscope de la taille d'$1 en argent qui tourne à 24 000 tours par minute, couplé à un système optique qui projette un réticule illuminé sur un morceau de verre incliné. Lorsqu'un canonnier suit une cible en mouvement, le gyroscope mesure le taux de mouvement et ajuste automatiquement le point de visée pour compenser la position future de la cible. Draper a passé 6 mois à perfectionner le dispositif, travaillant les soirs et les week-ends tout en maintenant son emploi du temps d'enseignement régulier. Le projet reste non officiel. Le MIT n'a aucun contrat pour le développement d'armes et l'armée américaine n'a montré aucun intérêt pour les viseurs de canon gyroscopique. Ce soir marque le premier test de tir réel de son viseur calculant l'avance. Draper monte le fusil modifié sur un support en tuyau pour soutenir le poids supplémentaire de son dispositif prototype. Il a installé un système de cible simple, une serviette blanche attachée à une corde, qui se déplace d'avant en arrière dans le laboratoire comme un pendule. La serviette en mouvement simule un avion traversant le champ de vision d'un canonnier. Le premier tir rate complètement. Les calculs de Draper sont légèrement décalés et le viseur fournit trop d'avance. Il ajuste les réglages du gyroscope et tire à nouveau, plus près, mais toujours derrière la cible en mouvement. Pendant 3 heures, Draper tire des coups simples sur sa cible improvisée, effectuant des ajustements minuscules à la mécanique du viseur après chaque raté. Progressivement, le système s'améliore. À minuit, il touche la serviette en mouvement de manière constante, quelque chose qui serait presque impossible avec des viseurs en fer, conventionnels. La percée vient avec son dernier tir de la soirée. La serviette se balance à travers son champ de vision à un léger angle, simulant un avion en virage incliné. Draper suit la cible en douceur, laissant son viseur gyroscopique calculer automatiquement l'angle d'avance. Il presse la gâchette. La balle déchire le centre de la serviette en mouvement. Draper fixe le résultat avec émerveillement. Son prototype rudimentaire vient d'accomplir quelque chose que les experts militaires considèrent comme impossible, calculer automatiquement la solution de tir correcte pour une cible en manœuvre. Les implications sont stupéfiantes. Le lendemain matin, Draper approche ses contacts à la Sperry Gyroscope Company avec les résultats des tests. Les ingénieurs de l'entreprise examinent son prototype avec scepticisme, notant sa construction rudimentaire et sa conception non conventionnelle. « Ça ressemble à quelque chose que vous avez construit dans votre garage », remarque l'ingénieur en chef. « Je l'ai construit dans mon garage.
répond calmement Draper. Les ingénieurs de Sperry étudient le mécanisme gyroscopique plus attentivement, reconnaissant la précision et la sophistication cachées dans l'extérieur brut. Les principes mathématiques sont solides, et les résultats des tests parlent d'eux-mêmes. Mais lorsque Draper présente son invention aux représentants militaires, la réponse est immédiate et hostile. « C'est complètement insensé », déclare un officier de l'ordonnance de la marine. « Vous voulez mettre une toupie sur un canon et vous attendez à ce qu'elle touche des cibles volantes. C'est impossible. » La pièce éclate de rire dédaigneux, mais Draper reste confiant. Il a vu son invention fonctionner, et il sait qu'elle révolutionnera la guerre aérienne. Bureau of Ordnance, département de la marine, Washington, D.C., 28 mai 1941. Le capitaine de corvette Marian Murphy conduit le docteur Draper à travers les couloirs du bureau technique le plus puissant de la marine, devant des bureaux remplis de plans d'ingénierie et de maquettes de systèmes de contrôle de tir massif. Il se dirige vers une réunion qui déterminera si le viseur de canon révolutionnaire de Draper reçoit un soutien officiel ou disparaît dans l'obscurité bureaucratique. La salle de conférence contient 12 officiers supérieurs et ingénieurs civils représentant les meilleurs esprits techniques de la marine. À la tête de la table se trouve le capitaine William Blandy, chef de la division de recherche et développement du Bureau of Ordnance, l'homme dont Draper a besoin de l'approbation pour procéder. « Messieurs, » commence Murphy, le docteur Draper a développé un viseur de canon gyroscopique qui calcule automatiquement les angles d'avance pour les cibles en mouvement. L'appareil pèse moins de 20 livres et ne nécessite aucune source d'alimentation externe. Le capitaine Ralph Christie, l'expert en contrôle de tir du bureau, répond immédiatement. Des viseurs de calcul d'avance ont été essayés auparavant. Ils nécessitent des calculatrices mécaniques de la taille d'une pièce et des équipes d'opérateurs. Comment un appareil de 20 livres peut-il possiblement effectuer ces calculs ? Draper se lève et place son prototype sur la table de conférence. La boîte métallique brute attire des regards sceptiques des experts assemblés. Cet appareil ne calcule pas, explique Draper calmement. Il mesure. Le gyroscope détecte à quelle vitesse le tireur suit une cible en mouvement, puis ajuste automatiquement l'image du viseur pour fournir l'angle d'avance correct. La salle explose en objection. C'est impossible, déclare un ingénieur de Westinghouse. Les calculs d'avance nécessitent une connaissance précise de la vitesse, de l'altitude et du cap de la cible. Vous ne pouvez pas mesurer ces variables avec un simple gyroscope. Le système est fondamentalement défectueux, ajoute un représentant de la Ford Instrument Company. Le tir de combat nécessite une précision mécanique que les opérateurs humains ne peuvent pas fournir. Votre appareil repose sur la compétence du tireur plutôt que d'éliminer l'erreur humaine. Le capitaine Christie frappe la table pour attirer l'attention. Nous avons investi des millions de dollars dans le développement de technologies de contrôle de tir éprouvées. Ces calculatrices mécaniques représentent des décennies d'avancement en ingénierie. Vous nous demandez d'abandonner les principes scientifiques pour un quelconque jouet tournant. Draper reste calme alors que les critiques s'intensifient. Il a déjà fait face au scepticisme académique et il sait que les idées révolutionnaires rencontrent toujours une résistance des experts établis. « Aimeriez-vous voir une démonstration ?» demande-t-il simplement. La salle devient silencieuse. Personne ne s'attend à ce que le prototype brut fonctionne réellement. 2 jours plus tard, le même groupe se réunit au champ de tir de l'arsenal de Watertown. Draper monte son fusil Springfield modifié sur un support de tir, pendant que Murphy fait fonctionner un dispositif mécanique qui tire des cibles à travers le champ de tir à différentes vitesses et angles. La première cible apparaît, un panneau blanc se déplaçant de gauche à droite à environ 30 miles par heure. Draper, épaulé son fusil, suit la cible à travers son viseur gyroscopique et tire. La balle frappe le panneau en mouvement en plein centre. Des murmures de surprise ondulent à travers le groupe d'observateurs. « Encore !» ordonne le capitaine Blandy. La deuxième cible se déplace plus rapidement et suit un chemin irrégulier. Draper suit en douceur, permettant à son viseur de calculer automatiquement l'angle d'avance. Un autre coup parfait. Au 5e coup consécutif, sur des cibles en mouvement, le scepticisme s'est transformé en émerveillement. Le capitaine Christie s'approche du fusil et examine le mécanisme du viseur gyroscopique. « Comment ça fonctionne ?» demande-t-il calmement. Draper explique la physique. Le gyroscope mesure la vitesse angulaire, à quelle vitesse le tireur tourne pour suivre une cible en mouvement. Puisque la vitesse angulaire est directement liée à l'angle d'avance requis, le viseur peut automatiquement fournir le point de visée correct sans connaître la vitesse ou la distance réelle de la cible. Le capitaine Blandy prend la décision qui changera la guerre navale. «
Je veux des spécifications et des prix pour 50 unités expérimentales. Si cet appareil fonctionne comme démontré, nous en aurons besoin de milliers. » La salle explose, mais cette fois avec excitation plutôt que scepticisme. Les officiers et ingénieurs se pressent autour du prototype de Draper, posant des questions techniques et discutant des possibilités de mise en œuvre. Le lieutenant Horacio Rivero, qui avait étudié sous Draper au MIT, s'approche de son ancien professeur avec une admiration non dissimulée. « Doc, vous venez de résoudre le plus gros problème de l'artillerie navale. Appel à l'action numéro 1. Si cette incroyable histoire d'innovation américaine vous étonne, assurez-vous d'être abonné avec les notifications activées. Nous avons d'autres histoires incroyables de héros de la Seconde Guerre mondiale, dont le génie a changé le cours de l'histoire. En moins de 24 heures, la marine passe sa première commande pour 12 viseurs expérimentaux Mark XIV. L'appareil impossible que les experts avaient rejeté comme insensé équipera bientôt chaque navire de guerre majeur de la flotte américaine. Terrain d'essai naval, Virginie, 15 janvier 1943. Le commandant Arthur McDonald supervise le test d'armes le plus complet de l'histoire navale. Alors que les techniciens montent les premiers viseurs de canons Mark XIV de production sur des canons antiaériens Bofors de 40 mm, les résultats statistiques détermineront si l'invention de Draper devient un équipement standard pour toute la marine américaine. Le protocole de test est brutal dans sa précision. Des avions cibles volent sur des parcours prédéterminés à différentes vitesses, altitude et angle d'approche pendant que les équipes de canons tirent des rafales mesurées. Des compteurs électroniques enregistrent chaque coup tiré et chaque coup réussi, créant une mesure mathématique exacte de l'efficacité du viseur. Test de base avec des viseurs métalliques conventionnels, coup tiré 12 847, cible touchée 412, taux de réussite 3,2%. Test avec viseur gyroscopique. Mark XIV, coup tiré 11 223, cible touchée 1000, 527, taux de réussite 10,1%. L'amélioration est spectaculaire, plus du triple du taux de destruction des viseurs conventionnels. Mais les résultats les plus remarquables viennent du suivi des équipes de canons individuelles sur plusieurs sessions d'entraînement. Les artilleurs utilisant les viseurs Mark XIV s'améliorent rapidement, car le calcul automatique d'avance leur permet de se concentrer sur un suivi fluide de la cible, plutôt que sur des mathématiques mentales. Quartier maître canonnier de première classe. Joseph Romano fournit un retour typique avec les anciens viseurs. Je devinais toujours où viser. La moitié du temps, je tirais trop loin. La moitié du temps, je tirais trop court. Avec le Mark XIV, je garde simplement la cible dans le viseur et j'appuie sur la gâchette. Le viseur fait la réflexion pour moi. En juin 1943, les viseurs Mark XIV de production commencent à atteindre la flotte du Pacifique. Le premier test au combat a lieu pendant l'invasion des îles Gilbert. 20 novembre 1943. USS Lexington, 50 miles au nord-est de l'atoll de Tarawa. Le matelot artificier d'aviation de deuxième classe, Mike Sullivan, s'accroupit derrière son canon Bofors de 40 mm alors que le radar du porte-avions détecte des avions japonais entrants. Les bombardiers Betty approchent à 15 000 pieds avant de commencer leur piqué d'attaque, accélérant au-delà de 350 miles par heure alors qu'ils ciblent la force opérationnelle américaine. « Bandits entrants, cap 270 », crie l'opérateur du directeur de tir. Sullivan fait pivoter son arme vers l'avion qui approche, scrutant à travers son viseur gyroscopique Mark XIV. Le réticule illuminé lui montre exactement où viser, s'ajustant automatiquement alors qu'il suit le bombardier en piqué. Le premier avion japonais entre dans sa portée effective à 4000 mètres. Sullivan ouvre le feu, envoyant un flux d'obus de 40 mm vers l'avion ennemi. Ses traceurs filent en avant de la cible, exactement là où le viseur Mark XIV prédit que l'avion sera. Le bombardier explose en plein vol, envoyant des débris enflammés dans l'océan en contrebas. « Je l'ai eu !» crie Sullivan, pivotant déjà vers le deuxième attaquant. En 15 minutes, la force opérationnelle américaine abat 11 avions japonais, tout en ne subissant que des dégâts mineurs à un destroyer. Le ratio de destruction représente un renversement complet des engagements précédents, où les pilotes japonais pénétraient régulièrement les défenses aériennes américaines. Mais la preuve la plus spectaculaire de l'efficacité du Mark XIV vient pendant les attaques kamikazes aux Philippines. 25 octobre 1944. USS Enterprise au large de Leyte. Quartier maître canonnier de deuxième classe. Tommy Rodriguez, le même marin de notre scène d'ouverture, opère maintenant un Bofors de 40 mm, équipé du viseur révolutionnaire du Dr Draper.
Alors que des bombardiers en piqué japonais foncent vers son porte-avions dans la première attaque kamikaze organisée, Rodriguez suit l'avion de tête à travers son viseur de canon Mark 14. Le mécanisme gyroscopique calcule automatiquement l'angle d'avance correct, alors que le pilote kamikaze plonge à 400 miles par heure. Rodriguez garde la cible centrée dans l'image de son viseur et maintient un tir régulier. Ses obus interceptent l'avion en piqué à 2000 mètres, le détruisant avant qu'il ne puisse atteindre le porte-avions. Autour de lui, des dizaines d'autres équipes de canons équipées de viseurs Mark 14 obtiennent un succès similaire. L'attaque kamikaze qui aurait dû dévaster la force opérationnelle américaine se traduit plutôt par de lourdes pertes japonaises, avec des dégâts minimes aux navires américains. L'amélioration statistique est stupéfiante. Résultat anti-aérien de la campagne des Philippines. Total d'avions kamikazes engagés 1947, abattus par des navires avec viseur, Mark 14 1502. Taux de réussite 78,6%. La réaction ennemie révèle l'ampleur de la transformation. Les communications japonaises interceptées montrent une alarme croissante concernant l'efficacité anti-aérienne américaine. Le commandant Yoshio du 343e groupe aéronaval rapporte à ses supérieurs « Le tir défensif américain est devenu d'une précision dévastatrice. Nos pilotes signalent que les traceurs ennemis interceptent maintenant nos avions avec une précision mécanique. Les tactiques précédentes d'approche à haute vitesse ne fournissent plus une protection adéquate. » Le lieutenant Saburo Sakai, l'as japonais de tête, observe « Quelque chose a changé dans l'artillerie américaine. Leurs obus arrivent maintenant exactement là où nos avions seront, pas là où ils sont. C'est comme si leurs artilleurs pouvaient revoir l'avenir. » L'évaluation la plus révélatrice vient de l'amiral Takijiro Onishi, commandant de l'aviation navale japonaise. Les navires américains sont devenus presque impossibles à attaquer. Leur tir anti-aérien atteint des taux de réussite qui approchent les maximums théoriques. Nous devons supposer que chaque approche des navires ennemis se traduira par la destruction de nos avions. L'impact humain s'étend au-delà des statistiques. Les marins américains, qui avaient regardé impuissants alors que des avions ennemis approchaient leurs navires, possèdent maintenant des armes défensives efficaces. Matelot de première classe, Robert Hayes de l'USS Franklin écrit à sa famille « Nous ne nous sentons plus impuissants quand les Japonais viennent appeler. Nos canons fonctionnent maintenant, vraiment fonctionnent. Quand nous tirons sur eux, ils tombent. C'est comme avoir un ange gardien veillant sur chaque navire de la flotte. » Appel à l'action numéro 2. Cette histoire devient encore plus incroyable. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour ne pas manquer comment l'invention de ce professeur du MIT a sauvé des milliers de vies américaines et a aidé à gagner la guerre. À la fin de la guerre, le viseur de canon Mark 14 a équipé plus de 85 000 canons américains et britanniques. L'appareil que les experts appelaient impossible et insensé a atteint des taux de destruction qui dépassent même les prédictions d'avant-guerre les plus optimistes, transformant la guerre anti-aérienne navale de l'espoir désespéré en certitude mathématique. 15 août 1945. USS Missouri, baie de Tokyo. Alors que le général MacArthur accepte la reddition du Japon à bord du cuirassé Missouri, chaque navire majeur de la marine américaine dans le port porte plusieurs viseurs de canons gyroscopiques Mark 14. L'invention impossible que les experts navals avaient rejetée 4 ans plus tôt est devenue un équipement standard sur les navires de guerre américains dans le monde entier. Les statistiques finales révèlent l'ampleur de la contribution du Dr Draper à la victoire alliée. Total de viseurs de canon. Mark 14 produit 85 000 unités. Avions ennemis détruits 23 147. Vies américaines sauvées estimées 50 000. L'analyse d'après-guerre montre que les navires équipés de viseurs Mark 14 ont atteint des taux de destruction antiaérienne 15 fois plus élevés que les navires utilisant l'artillerie conventionnelle. La précision mathématique est stupéfiante. Un simple appareil gyroscopique a transformé la défense aérienne navale du désespoir inefficace en certitude létale. Le témoignage le plus puissant vient des hommes qui ont vécu la transformation. Le capitaine de corvette Frank Smith de l'USS Hornet écrit dans son dernier rapport de patrouille « Le viseur Mark 14 nous a donné une confiance que nous n'avions jamais eue auparavant. Nous savions que lorsque les avions japonais approchaient nos navires, nous pouvions les arrêter. Ce changement psychologique était aussi important que l'amélioration technique. Quartier-maître canonnier de première classe.
Joseph Romano fournit l'hommage le plus émouvant. Le docteur Draper n'a jamais mis les pieds sur un navire de guerre, n'a jamais tiré un coup dans la colère, n'a jamais porté d'uniforme. Mais à cause de son invention, des milliers de marins américains sont rentrés chez eux vivants. Nous lui devons tout. Mais le docteur Draper lui-même reste caractéristiquement humble au sujet de sa réalisation. Lorsque les journalistes l'approchent après la guerre pour des interviews sur son viseur de canon révolutionnaire, il détourne constamment le crédit vers le personnel de la marine qui a mis en œuvre son appareil. « J'ai juste résolu un problème de mathématiques », insiste Draper. Les vrais héros sont les jeunes hommes qui utilisent ces viseurs pour défendre leurs navires et leurs camarades. Draper refuse toutes les offres pour des endorsements commerciaux, des apparitions de célébrités et des contrats de films hollywoodiens. Il retourne à son laboratoire du MIT, se concentrant sur de nouveaux défis en instrumentation de précision. Sa célébrité en temps de guerre devient un embarras qu'il évite activement. L'influence du Mark XIV s'étend bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Les principes gyroscopiques que Draper a pionniers pour l'artillerie antiaérienne deviennent la fondation des systèmes de navigation inertiels modernes. Son travail d'après-guerre sur le guidage de missiles mène directement aux ordinateurs de navigation du programme Apollo. Aujourd'hui, chaque sous-marin américain porte des missiles balistiques, tridents guidés par des systèmes descendants des innovations de guerre de Draper. Le laboratoire Stark Draper continue comme fournisseur unique de systèmes de navigation pour les armes stratégiques de la marine américaine. Une lignée directe vers ce prototype de boîte à chaussures brute testé dans un sous-sol du MIT. Les avions de chasse modernes utilisent des affichages tête haute qui projettent des informations de ciblage sur les pare-brises des pilotes. Le même principe que Draper a utilisé pour son viseur de canon gyroscopique. Les systèmes anti-aériens contemporains emploient toujours la stabilisation gyroscopique pour un suivi précis de cible. La leçon morale transcende la technologie militaire. Le docteur Draper a réussi là où les experts établis ont échoué parce qu'il a approché un vieux problème avec une perspective fraîche. Son parcours non conventionnel est devenu un avantage, lui permettant de voir des solutions que les ingénieurs d'armement formés ont manquées. Comme un collègue du MIT a observé, Doc ne savait pas que le calcul automatique d'avance était impossible. Alors, il est allé de l'avant et l'a inventé quand même. L'homme qui a révolutionné la guerre aérienne n'a demandé aucune reconnaissance, n'a réclamé aucune gloire et n'a cherché aucun profit. Son héritage vit dans chaque système d'armes de précision, chaque ordinateur de navigation et chaque militaire américain qui est rentré chez lui vivant, parce qu'un professeur du MIT a refusé d'accepter que toucher des cibles en mouvement était impossible.